Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur la Côte d'Ivoire avec plusieurs documents sous les yeux. On a un rapport d'observation électorale, celui de la CNDH de 2020, une enquête d'opinion, Afrobaromètre de 2019, un rapport économique de la BAD, tout récent, de 2024, et puis quelques échos dans la presse, WDR notamment, sur le climat actuel. L'idée c'est de brosser un portrait un peu nuancé de la situation. Parce qu'on voit bien ce dynamisme économique, mais on sent aussi des tensions politiques assez fortes. Bon, alors décortiquons tout ça. Commençons peut-être par la politique. Avec ce rapport de la CNDH sur la présidentielle de 2020, il décrit un climat vraiment tendu. Oui, tout à fait. Très tendu. Boycott de l'opposition, appel à la désobéissance civile, des violences graves même, des morts. C'est ça. Et puis, ce chiffre, 240 bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. Carrément. À cause de problèmes de sécurité ou de logistique? C'est ce que dit le rapport. Et on entend déjà parler de crispation pour 2025 d'ailleurs. Oui, le contexte reste sensible. Et le rapport de 2020 nous aide à comprendre pourquoi. Il y a plusieurs sources de tension qui sont pointées. D'abord, la controverse autour du troisième mandat. La question constitutionnelle, oui. Exactement. Et puis, il y a eu l'effet du parrainage citoyen. Ce système de signature, ça a eu un impact énorme. Sur 44 dossiers de candidature, seuls 4 ont été validés au final. Ah oui, quand même. Donc ça a exclu beaucoup de monde. Ajoutez à ça le boycott actif de 2 candidats importants. Et puis malheureusement, des incidents sécuritaires, des affrontements entre communautés dans plusieurs villes, Daoupro, Bongouanou, avec des pertes en vies humaines, des destructions, c'était très sérieux. Ce qui est frappant en fait, c'est ce décalage entre le cadre légal, les règles électorales, et puis la réalité sur le terrain. L'application très difficile dans un climat social tendu. Et dans ce contexte, comment les Ivoiriens perçoivent la démocratie ? Justement, l'enquête Afrobaromètre de 2019, elle nous donne des chiffres assez forts, non ? Oui, elle est très intéressante. Un rejet massif des régimes autoritaires. 94% contre un président tout-puissant, 81% contre le parti unique, 78% contre l'armée au pouvoir. Et une préférence claire pour la démocratie, 73%. Oui, cette préférence est là, elle est marquée, mais l'enquête montre aussi des nuances, voire des bémols. Ce qu'ils appellent la demande de démocratie, donc la combinaison de la préférence et du rejet de l'autoritarisme, eh bien, elle a baissé. Elle était à 51% en 2019, c'est 14 points de moins qu'en 2014. Ah, une baisse significative quand même. Oui, et surtout, il y a un vrai fossé entre ce que les gens souhaitent et ce qu'ils pensent avoir. Seuls 43% estiment vivre dans une démocratie pleine ou avec juste des problèmes mineurs. Moins de la moitié. Et à peine un tiers, 34%, se disent satisfaits de la façon dont la démocratie fonctionne. D'accord. Et qu'est-ce qui coince selon eux ? Plusieurs choses. D'abord, une perception d'inégalité devant la loi. C'est énorme, 76% pensent ça. Ensuite, une faible confiance dans le respect des institutions par l'exécutif. Peu de gens croient que le président respecte toujours les décisions de justice ou le Parlement. On est autour de 27-31%. C'est très bas. Très bas. Et ça se répercute sur la confiance dans les élections elles-mêmes. Une majorité pense que les élections ne servent pas vraiment à faire entendre leur voix ou à changer les dirigeants qui ne font pas l'affaire. Entre 58 et 64%. D'accord. Donc, ça pose vraiment la question de l'expérience vécue, de la démocratie au quotidien. Bon, si le tableau démocratique est, disons, mitigé, passons à l'économie. Là, le rapport de la BAD de 2024 semble plus positif, non ? Oui, sur les chiffres de croissance, clairement. On parle de 6,5% en 2023. Et les prévisions sont bonnes. Autour de 7% pour 2024-2025. C'est une croissance robuste, effectivement, parmi les plus fortes de la région. Et qu'est-ce qui tire cette croissance ? D'après la BAD, ce sont les investissements, publics et privés, la consommation des ménages aussi. Et puis, certains secteurs, l'énergie, le BTP, l'agro-industrie, les transports, le commerce. Et il y a aussi l'effet cacao, les cours mondiaux, et les découvertes de pétrole et de gaz, baleines. Oui, ça joue. Les cours du cacao ont été favorables, et les perspectives liées aux hydrocarbures sont là. L'inflation, elle, baisse. Oui, elle était à 4,4% en 2023, et elle est projetée sous les 4% en 2024, puis 3% en 2025. Donc, retour dans la cible de l'UEMOA. D'accord, donc de bons indicateurs macroéconomiques, mais il y a un mais. Ben oui, il faut nuancer un peu. Cette croissance existe, c'est indéniable. Mais le rapport souligne aussi qu'elle peine à transformer l'économie en profondeur. L'agriculture, par exemple.
Elle emploie encore énormément de monde, plus de 40% de la population active sur la décennie 2010, Oui. mais sa part dans le PIB est plus faible, autour de 23%. Ça montre une productivité assez basse. Et surtout, on transforme peu sur place. Pour le cacao, c'était environ 33% fin 2023, pour le cajou, 22%. Donc on exporte beaucoup de produits bruts. Voilà. Et l'autre grand défi, c'est le secteur informel. Il est énorme. Plus de 40% du PIB et quasi 90% des emplois. Impressionnant. Oui, avec souvent une faible productivité aussi. Ajoutez à ça un capital humain qui doit progresser. L'indice était de 0,4 en 2020, c'est bas. Et très peu d'investissements en recherche et développement, à peine 0,1% du PIB. Donc pour vraiment transformer l'économie, il faut des investissements massifs. Exactement. La BAD chiffre le manque à gagner annuel pour atteindre les objectifs de développement durable à 3,2 milliards de dollars. C'est considérable. Mais le pays arrive à emprunter. Les notes de crédit sont bonnes. Oui, c'est un point positif. Moody's et S&P donnent des notes correctes, B2 stable et BB positive. Ça aide, c'est sûr. Mais voilà, si on relie tout ça, la croissance est là, mais le défi, c'est de la rendre plus structurelle, plus inclusive, plus durable. Bon, alors si on essaye de résumer, on a une Côte d'Ivoire avec une image assez contrastée finalement. C'est ça. L'autre, des tensions politiques qui persistent avec l'échéance de 2025 en ligne de mire, une perception de la démocratie qui est fragile, on l'a vu avec Afrobaromètre et le rapport CNDH, et puis des défis économiques de fond, structurels, qui demandent énormément d'argent pour être relevés. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être. Le pays a des ambitions fortes, on le voit dans le plan national de développement 2021-2025. L'idée, c'est vraiment cette transformation structurelle. Oui. Pour ça, il faut des capitaux énormes. Il faut mobiliser l'épargne intérieure, la diaspora, attirer les investisseurs étrangers, l'aide au développement. La question qui se pose, c'est comment est-ce que ces fragilités politiques, ces déficits démocratiques qu'on a évoqués, comment est-ce qu'ils pourraient, potentiellement, affecter la stabilité du pays et donc sa capacité à mobiliser tous ces financements qui sont absolument cruciaux pour atteindre ses objectifs de développement. Une question essentielle pour l'avenir, en effet.